Là aussi, très bien. Donc, le cours que nous avons aujourd'hui à traiter, c'est validité des tests diagnostiques et de dépistage. Le titre n'a pas l'air d'être compliqué. Espérons que la suite du cours ne le sera pas aussi. Vous connaissez les compétences attendues pour votre module d'épidémiostat que certains n'aiment pas trop, mais j'espère qu'à la fin, ils pourront apprécier ce que ça pourrait leur apporter. Pour les objectifs intermédiaires et concernant ce cours, c'est de pouvoir argumenter le choix d'un test de diagnostic ou de dépistage sur la base de sa validité scientifique. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est quels sont les critères de validité scientifique d'un test diagnostic ou de dépistage. Alors, quand vous êtes devant votre cabinet, dans votre cabinet, vous avez un raisonnement à faire pour pouvoir diagnostiquer une pathologie et bien sûr, après, donner une thérapeutique. Alors, à votre avis, comment vous raisonnez? Quelle est votre démarche de raisonnement quand vous êtes au niveau de votre cabinet médical? Ça n'empêche pas aussi que vous pouvez être aussi au niveau de l'atelier ou de l'entreprise en tant que médecin du travail. Dans le cadre de la prise en charge du patient. Pardon? Raisonnement par rapport à quoi? Prise en charge du patient? Comment dans votre tête vous raisonnez pour pouvoir arriver à un diagnostic ou à une thérapeutique? Enfin, on ne traite pas sans avoir fait un diagnostic aussi. Donc, je préfère laisser juste comment vous raisonnez pour arriver à un diagnostic clinique. Un diagnostic. Mais quand... Oui, ça c'est comment vous procédez. Mais votre raisonnement dans votre tête, qu'est-ce qui se passe pour que vous arriviez à analyser un symptôme ou à prescrire des examens complémentaires? Il faut d'abord analyser les symptômes, l'examen clinique. Après, on va décider si on doit demander des examens complémentaires ou non. Non, je vous pose la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous avez, par exemple, des céphalées? À quoi vous pensez? Avant d'aller faire votre examen, il vous dit j'ai des céphalées qui durent depuis plus de 2 mois et tous les traitements que j'ai essayés, ça ne marche pas. Comment vous raisonnez? Comment vous allez diriger votre examen clinique déjà? À quoi vous pensez en lui demandant, au moment où vous lui demandez de monter sur la table de consultation, ça commence à défiler les diagnostics dans votre tête. On part du plus, de l'étiologie la plus probable. Mais comment est arrivée l'étiologie la plus probable dans votre tête? Le diagnostic il sera orienté selon le motif de consultation. Donc, même l'examen clinique, il sera orienté selon le motif, selon le symptôme, le motif de consultation. Vous êtes en train de me donner, comme si vous preniez votre cours et, enfin, je sais pas. La chose la Donc, plus c'est en fonction de la fréquence de la pathologie suspectée, en fonction de l'âge du patient. D'accord, très bien. Et est-ce que vous y pensez systématiquement? Est-ce que vous y avez pensé la première fois que vous étiez dans votre cabinet médical ou vous pensez de cette manière depuis que vous exercez depuis 4 ans? Ça devient par réflexe. La deuxième? Donc, c'est avec l'expérience, ça va dire. Très bien. La première des choses Donc, qui vient, qui est on va simple, établir le diagnostic plus rapidement. plus rapidement, c'est parce que vous avez de l'expérience. Je ne cherche pas le plus rapide ou pas rapidement. Je cherche le mot expérience. Donc, dans un premier temps, vous allez me dire, c'est par expérience. Parce que vous avez acquis de l'expérience et donc vous arrivez à déduire ou à penser à des diagnostics et demander des examens complémentaires pour le confirmer. Il y a un autre raisonnement qui est peut-être un peu plus difficile à formuler, c'est que vous allez penser d'une manière épidémiologique, c'est-à-dire que vous allez émettre des hypothèses et vous allez déduire des diagnostics. Donc, ce sont deux raisonnements, les plus gros raisonnements qui sont cités dans la littérature. Soit on raisonne par expérience, parce que là, on a pris l'habitude, quand on pense céphalée en fonction de l'âge, on va penser probablement à l'hypertension en premier. Après, on peut aller jusqu'au cancer, la pathologie la plus grave. Et il y a aussi la fréquence des maladies. Mais il y a un autre raisonnement que peut-être vous le faites consciemment ou pas consciemment, c'est de soumettre systématiquement des hypothèses et vous déduisez votre conduite à tenir. C'est ce qu'on appelle le raisonnement hypothético-déductif.
et il y a l'expérience. Voilà ce que je voulais vous rappeler. Mais sinon, il y a d'autres, je ne dirais pas d'autres raisonnements, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu pour arriver justement à cerner un patient et à penser à une pathologie et à demander des examens complémentaires. On dit même que vous devez penser à tout ce que ne dit pas le patient, c'est-à-dire sa manière de se comporter ou sa manière de répondre peut aussi vous diriger vers un diagnostic. Voilà, donc au cabinet médical, quel raisonnement nous adoptons? On peut avoir une approche analytique, ou ce qu'ils appellent processus hypothético-déductif, c'est-à-dire qu'on fait une analyse, et le non-analytique, c'est le sens clinique qui est donné selon votre pratique professionnelle. Après, bien sûr, vous avez tous parlé de l'examen complémentaire, qu'on appelle grosso modo le test. Et le test va nous permettre d'affiner notre diagnostic ou d'arriver à la confirmation du diagnostic. Alors, le test au sens large, qu'est-ce que nous avons comme test? Des examens biologiques. Oui. Zé? Et l'examen clinique, bien sûr. L'examen clinique, mais avant l'examen clinique, vous avez toutes les questions, le symptôme. Donc, un questionnaire peut aussi être un test. Combien de pathologies ont été d'abord pas diagnostiquées, mais essayer de dépister certaines pathologies à travers des questionnaires. Donc, le questionnaire aussi est considéré comme un test. Donc, vous avez le dosage, la radiographie, le questionnaire anamnestique et la question anamnestique et le signe clinique. Donc, tout ça, ce sont des tests, au sens large du terme, et pas spécialement l'examen complémentaire comme on l'entend. Vous avez la démarche d'orientation diagnostique. Alors, soit on doit faire un diagnostic ou un dépistage. Pour cela, on va utiliser des tests. Alors, il y a des tests courants qu'on utilise et il y a d'autres tests qui sont moins courants. Et il y a des tests qui, je ne dirais pas de certitude, mais qu'on considère comme des tests de certitude. Et comment on les appelle habituellement? Quand on doit comparer un test à un autre, on a toujours un test Gold standard. Gold standard. Très bien, c'est-à-dire le test de référence. Donc, il y a les tests usuels ou courants et vous avez le test de certitude qu'on appelle aussi le gold standard ou le test de référence. Mais qu'on ne va pas utiliser du pratique quotidien parce que généralement, ce sont des tests qui sont plus onéreux que d'autres. Alors, donc, j'ai parlé de diagnostic ou de dépistage. On fait un dépistage à une échelle plutôt collective et le diagnostic, on le fait à l'échelle individuelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de dépistage à l'échelle individuelle. L'échomammographie pour le cancer du sein est un diagnostic, est un examen complémentaire de dépistage, soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. On peut dire à toutes les femmes qui dépassent 40 ans de faire leur test régulièrement tous les 2 ans. Comme on peut l'utiliser pour faire du dépistage collectif chez les femmes qui ont plus de 40 ans. Vous faites la différence entre un dépistage collectif et un dépistage individuel. Vous le faites dans votre tête. Dépistage ne veut pas dire obligatoirement collectif. Et quand on parle de test de dépistage collectif, il obéit à des règles. Quelles sont ces règles? On va y arriver quand on va parler de la qualité de ce qui peut nous permettre de choisir un test. Avant d'arriver à ça, je voudrais vous dire quels sont les autres tests. On a parlé, pas grosso modo, mais médicalement parlant, on a parlé de la radiologie, des tests biologiques, du symptôme. Les autres tests en médecine du travail, où est-ce qu'ils peuvent se situer? En médecine du travail. Étude des conditions. Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Étude de poste, les métrologies. Très bien, c'est ce qu'on appelle la métrologie. Pour moi, ce sont des tests qu'on utilise en médecine du travail, la métrologie, c'est-à-dire qu'on est dans la prévention primaire. On voudrait connaître l'exposition
professionnels des travailleurs avant d'arriver à la maladie pour justement faire ce qu'il faut, faire de la prévention primaire, c'est-à-dire la substitution ou alors le vase clos. Ensuite, vous avez chez le travailleur, c'est la biométrologie. On va doser les toxiques au niveau du sang, des urines et autres milieux biologiques pour justement être dans la phase de dépistage, c'est-à-dire la prévention secondaire. C'était juste pour que vous n'oubliez pas qu'on a aussi nos propres tests en médecine du travail. Maintenant, on arrive au choix du test. Alors, comment on peut, sur quels critères on se base pour choisir un test de diagnostic ou de dépistage? La fiabilité du test, oui. Du coup, très bien. Alors, quand on est dans le dépistage, on va choisir plutôt un test. Là, un flux pas cher. Le moins Voilà. coûteux. Ensuite, vous avez le critère de la faisabilité. Dans quel sens la faisabilité? Pourquoi mieux? Non invasive. Très bien. Moins, Moins invasif. moins invasif. Voilà, la faisabilité dans le sens invasif ou pas invasif. Oui. On est plutôt dans le pas non invasif pour un dépistage. Et quand on veut arriver à un diagnostic de certitude, on ne va pas faire attention à ça. Zé. On a parlé du coup, on a parlé de la faisabilité. Là, vous en avez parlé. C'est un test de certitude, c'est-à-dire le test qui confirme le diagnostic. Mais c'est pas ça. C'est pour ça que je vous dis, il y a une différence entre un test de dépistage et un test de diagnostic. Pensez à d'autres critères. Vous avez parlé du coût, de la faisabilité. Dans le mot faisabilité, il y avait l'invasif et non-invasif. Il y a autre chose aussi. Oui, l'orientation étiologique, selon la symptomatologie du patient aussi, des patients exposés au risque. Le test se fera en fonction de la pathologie. Bien sûr, on ne va pas demander une glycémie pour faire le diagnostic d'un cancer. C'est clair. Il y a autre chose par rapport aux patients. Acceptabilité. Il y a l'acceptabilité. Ça ne veut pas dire qu'on va en tenir compte dans tous les cas. Mais il faut qu'il y ait aussi l'accord du patient. Z. Normalement, il y a encore d'autres critères. On tient en compte des contre-indications de l'examen. Pardon? On tient en compte des contre-indications de l'examen par rapport aux patients. Oui, c'est clair. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, on va les voir ensemble. Oui, comme vous avez dit, il fait le diagnostic, c'est le fait d'identifier malade et non malade. Oui, je reviens sur qui c'est qui a utilisé le mot faire le diagnostic. En fait, c'est de pouvoir discerner le malade du malade, le non malade du malade. D'ailleurs, c'est le but de ce cours. Vous avez, alors, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau test ou pas? Alors, quand c'est un nouveau test, c'est dans ce contexte-là qu'on a cité tous ces critères-là. Mais sinon, ça peut être aussi un ancien test, mais on hésite à l'utiliser dans certaines populations et on va se poser toutes les questions qu'on se poserait pour un nouveau test. Donc, accepté en pratique courante, il apporte une réelle plus-value dans l'aide à la décision médicale, ça veut dire qu'il apporte beaucoup. Bénéfice en termes de capacité diagnostique, rapport coût-bénéfice et coût et utilité. Établir un nouveau diagnostic ou un diagnostic plus précis, plus rapide, moins invasif ou complémentaire. Accessible, disponible et simple et accepté par le malade. Mais je vous ai dit, l'acceptabilité, c'est quand il s'agit de dépistage, quand il s'agit de confirmer. Je ne dirais pas que ce n'est pas important, mais ça passe en second plan. On peut mettre en route un traitement ou prescrire un second examen plus invasif. Dans ce cas-là, on sera bien obligé de s'intéresser aux indicateurs de performance d'un test et de l'évaluer par rapport à un gold standard, c'est-à-dire un test de référence qui existe déjà. Donc, quand on introduit un nouveau test,
dans la plupart des cas, nous avons un test que nous considérons comme un test de référence. Donc, si on choisit un nouveau test, c'est peut-être que le test de référence présente des inconvénients ou alors il est trop cher. Donc, on pourrait être amené à essayer d'utiliser un autre test. Alors, quand on a un nouveau test, il est important, bien sûr, de prendre en compte tout ce qu'on vient de dire, mais aussi de voir la performance, la fiabilité du test, et on appelle ça les indicateurs de performance d'un test. Et c'est tout ce qu'on va voir comme indicateur de performance tout ce cours-là, pendant tout au long de ce cours-là. Et vous avez déjà entendu ces indicateurs tout au long de vos études et surtout dans la période de pandémie de Covid. C'est les termes de sensibilité et spécificité qui sont considérés comme des critères, des indicateurs de validité interne. Vous avez le terme de valeur prédictive positive et valeur prédictive négative. Ce sont des indicateurs de validité externe ou prédictive. Vous avez la courbe de Rock, ce que nous avons déjà guère qui m'a peut-être pas sous le terme de courbe de Rock. Vous avez le rapport de vraisemblance. Et vous avez enfin le diagnostic odds ratio, qu'on appelle en abréviation le DOR. Mais les plus communément utilisés, ce sont les deux premiers critères, ceux de la validité interne, c'est-à-dire la sensibilité et la spécificité, et les validités externes ou prédictives. Alors, je vous ai parlé déjà du tableau de contingence quand je vous ai fait le cours sur les indicateurs. Je vous ai dit le tableau de contingence, c'est la base de tous les tests statistiques pour pouvoir arriver à des conclusions dans une enquête, dans le choix d'un test, dans le choix d'un examen clinique ou dans le choix d'une conduite à tenir. Donc, le tableau de contingence, quand on en a parlé la première fois, je vous ai parlé de l'exposition et de la non-exposition et de la survenue ou non de la maladie. Mais, dans des indicateurs de performance d'un test, on va s'intéresser au test et bien sûr à la présence de maladie ou non. Donc, sur une ligne, on va mettre maladie, non maladie, et sur la colonne, on va mettre Test fait. Pardon? Le test, c'est-à-dire on le fait ou non? Qu'est-ce que vous avez dit? Test positif ou non? C'est ça. Très bien, c'est ce qu'on va mettre. Donc, patient malade, patient non malade, test positif, test négatif. Qu'est-ce qu'on va avoir les intersections? Alors, entre patient malade et test positif, pardon? Le chiffre, là, par exemple, le flux. Pardon? Ah, B, C, D. Très bien. Entre patient, quand quelqu'un est malade et qu'il a un test positif, ça veut dire que c'est un vrai positif. Voilà. Quand il n'est pas malade et qu'on a un test positif, c'est un voilà. Et patient malade, test négatif, c'est un faux négatif. Faux négatif. Non malade et test négatif, c'est un vrai négatif. Voilà. Et vous allez déduire en fonction des lignes ou des colonnes les indicateurs de validité de performance. Alors, au total, on a vrai positif plus faux positif en ligne et faux négatif plus vrai négatif. Donc, dans la première ligne, on n'a que du positif et dans la deuxième ligne, on n'a que du négatif. Et quand on va en vertical, le patient malade, on aura vrai positif et faux négatif. C'est-à-dire, c'est ce qui représente la maladie. On aura les vrais malades et les faux négatifs. Les patients non malades, nous aurons les faux positifs faits et les vrais négatifs. Jusque-là, rien de sorcier. Maintenant, si je dois comparer deux tests, un nouveau test et bien sûr, je vais le comparer à un test de référence, le gold standard. Je vais mettre test gold standard positif négatif et le nouveau test positif négatif. Qu'est-ce que je vais avoir quand j'ai le test nouveau positif avec le gold standard positif? C'est les vrais positifs. Quand c'est négatif dans le gold standard et positif dans le nouveau test, ça veut dire que c'est des faux positifs, ainsi de suite, les faux négatifs et les vrais négatifs. La même chose que pour
tout à l'heure pour le total. Et bien sûr, à l'extrémité complètement à droite, c'est l'effectif, l'échantillon total. La sensibilité, elle va se calculer, elle correspond, en fait, il vaut mieux lire la définition telle quelle, comme ça vous comprendrez. La sensibilité est la capacité du test à bien identifier les malades. Ça veut dire que un test sensible va détecter tous les malades. Quand je vois la colonne patient malade, le total TAHA, il correspond à quoi? Il correspond au vrai positif et au faux négatif. Et la sensibilité, c'est le rapport entre les vrais positifs et le total des patients malades. La spécificité, c'est la capacité du test à bien identifier les non malades. Donc, c'est la colonne patient non malade. Donc, la spécificité, c'est le rapport entre les vrais négatifs sur la totalité des patients non malades, qui comprend aussi les faux positifs. Alors, toujours, c'est une question de probabilité en médecine. Donc, on peut définir la sensibilité comme la probabilité d'avoir un test positif lorsque le sujet est malade. Et la spécificité, c'est la probabilité d'avoir un test négatif lorsque le sujet est non malade. Ça, il faut bien que ça rentre dans votre tête, l'histoire des probabilités. Je pense qu'en faisant tout ce module d'épidémiostat, vous allez mieux comprendre, quoique ça pourrait vous compliquer parce qu'on va utiliser des tests, mais toute la médecine est basée sur des probabilités. Et quand tout à l'heure votre collègue ou votre camarade a parlé de la fréquence de la maladie, oui, on pense à certains diagnostics parce que la pathologie est fréquente. On pense à la Covid depuis qu'on a eu cette pandémie et on est dans une période de grippe avec un nombre de cas qui augmente de la Covid. Donc, on y pense à la Covid parce qu'elle est plus fréquente depuis 4 ans. Et la probabilité de survenue est plus grande. Pour les valeurs prédictives positives et négatives, là, on va se baser sur les lignes. En fait, les valeurs prédictives positives, ça va être le rapport entre les vrais positifs et toute la population qui présente un test positif, c'est-à-dire la somme des vrais positifs plus les faux positifs. La valeur prédictive négative, là je suis dans le tableau, hein, les valeurs prédictives négatives, c'est les vrais négatifs sur tout ce qui est négatif, c'est-à-dire vrai et faux négatif. Donc dans le positif, dans les valeurs prédictives positives, on parle que de ce qui est positif. Et dans les valeurs prédictives négatives, on parle de tout ce qui est négatif. Donc, c'est la valeur prédictive positive, c'est la probabilité d'être réellement malade lorsque le test est positif. Et la valeur prédictive négative, c'est la probabilité d'être non malade lorsque le test est négatif. Maintenant, dans une situation idéale, on aimerait bien avoir un test qui distingue bien les malades des non malades. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir que des vrais positifs et des vrais négatifs. Est-ce que dans la pratique, dans la réalité, on peut avoir ce test? J'attends une réponse. Pardon? Ça, vous ne vous mouillez pas avec cette réponse. Dites-moi, est-ce qu'il existe un test dans la pratique qui sépare bien les malades des non-malades? Prenons un gold standard. Oui, Qui c'est qui a dit oui? oui, c'est Dr Tabbal. Alors, dites-moi, oui. Je vous donne un exemple pour les dédimères. Lorsqu'ils sont négatifs, alors ils ont une valeur prédictive négative pour l'embolie pulmonaire. À 100%, il n'y a jamais d'erreur? Bon, c'est pas à 100%, mais Ce n'est pas à 100% puisque les dédimères ne sont pas spécifiques de l'embolie pulmonaire. Mais ils ont une valeur prédictive négative. Je parle de la valeur prédictive négative. Vous voulez dire que la valeur prédictive négative est importante? Oui. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous avez pris un mauvais exemple parce que sachant que les dédimères ne sont pas spécifiques de l'embolie pulmonaire, on en a eu une autre dose pendant la Covid. Prenez-moi l'anatomopathologie.
C'est un gold standard en matière de cancer. Oui. Oui. Alors, est-ce que la NAPAT distingue bien un cancer d'un non-cancer? Là, je vous dis sur le plan pratique, mais théoriquement. Quand on dit, je ne sais pas qui vous êtes parce que je n'ai pas l'écran à les noms. Quand on dit qu'un test est un examen de référence, ça ne veut pas dire qu'il a cette situation idéale. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple de l'ANAPAT. Est-ce que l'ANAPAT discrimine bien le cancer du non-cancer? Non. Qui c'est qui Pas est tout le d'accord temps. avec moi? Pas Pardon? tout le temps. Pas tout le temps. Ça veut dire que nous pouvons avoir de faux positifs. et de faux Exactement. De faux Voilà. positifs et comme des faux négatifs. Très bien. Et dans quel cas on a ces faux négatifs et faux positifs? Quand la pièce anatomique elle n'est pas bien faite ou je sais pas, la Quand on n'a fixation pas du bien biopsie, quand exactement l'organe bonne concerné. biopsie, voilà, on peut tomber sur Oui. un tissu sain. Il y a un autre critère aussi. Très bien. L'opérateur, c'est opérateur dépendant. Oui, justement, la durée de fixation, peut-être elle était dépassée. Ou je sais Il y a la manœuvre aussi, c'est-à-dire pas la manœuvre, la préparation de la pièce. Slimane, qui معنا؟ Oui, ما سمعتكش كاع. أنا عاقلة. Il y a la préparation de la pièce, il y a le geste de la biopsie en lui-même, et il y a aussi la lecture de l'opérateur. Donc, c'est opérateur dépendant. Comme la radiographie, l'image radiologique, elle est opérateur dépendante. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas de situation idéale, en tout cas en médecine. Donc, vous allez avoir des chevauchements de ces deux cours de malades et de sujets sains. Et c'est ce qui va justement définir la sensibilité et la spécificité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au milieu, elle va augmenter quand la courbe de malades, de tous les malades ont été identifiés. Ça veut dire que votre sensibilité est très élevée. Et quand vous avez tous les malades sains qui sont détectés, vous aurez une spécificité très élevée. Et ça vous donne ce chevauchement avec le chevauchement dans la partie assurée. Vous aurez les faux positifs quand on va parler de la sensibilité. Et la limite, c'est ça. On a détecté tous les malades. Donc cette flèche verte, ça veut dire qu'on a détecté tous les malades. Mais on a cette courbe des non-malades qui chevauchent. Donc, ça veut dire que toute cette partie-là assurée correspond aux faux positifs. Pour la spécificité, si on arrive à détecter tous les malades, je vais essayer de mettre mon laser. Voilà. Si on arrive à détecter tous les malades, vous aurez tous les non-malades, tous les sujets sains, on aura une partie qui s'appellera les faux négatifs parce que la courbe des malades va chevaucher avec la courbe des sujets sains. Et le bon test, c'est celui où le chevauchement est le plus réduit. Voilà. Donc, il faut qu'on ait une bonne spécificité et une bonne sensibilité pour pouvoir avoir le moins de faux positifs et le moins de faux négatifs. L'idéal, donc, ce serait à peu près ici. Alors, revenons à notre tableau de contingence. Donc, si on résume, la sensibilité, c'est ça, c'est la proportion de patients avec un test positif parmi les patients ayant la maladie. La spécificité, c'est la proportion de patients avec un test négatif parmi les patients n'ayant pas la maladie. La valeur prédictive positive, donc c'est la proportion des patients ayant la maladie parmi ceux qui ont un test positif. La valeur prédictive négative, c'est la proportion des patients n'ayant pas la maladie parmi ceux qui ont un test négatif. Et au milieu, cette probabilité a priori de la prévalence. La prévalence, sachant qu'au numérateur, nous avons les malades, donc les vrais positifs et les faux négatifs, A plus C, sur la totalité de la population, donc A plus B plus C plus D. Les malades, qu'on considère malades, même si on a des faux négatifs, sur toute la population qu'on étudie. Alors, il y a une relation entre la sensibilité spécificité et les valeurs prédictives.
Donc, la valeur prédictive positive, c'est la sensibilité fois la prévalence au numérateur. Et au niveau du dénominateur, c'est le produit de la sensibilité fois la prévalence plus 1 moins la spécificité et 1 moins la prévalence. Je ne vais pas vous dire comment la formule est arrivée. Ce sont nos mathématiciens sur les probabilités qui sont arrivés à cette relation. Et pour la valeur prédictive négative, elle va bien sûr au numérateur dépendre de la spécificité, puisque c'est elle qui détecte les sujets sains. Et à peu près de la même manière, non pas de la même manière qu'en haut, puisqu'on a la sensibilité plus le produit de 1 moins la spécificité et 1 moins la prévalence. Le terta, c'est la spécificité fois 1 moins P, la prévalence, plus 1 moins la sensibilité fois la prévalence. Ça veut dire que en ayant la sensibilité, la spécificité et la prévalence de la maladie, on peut deviner les valeurs prédictives, qu'elles soient positives ou négatives. Et on peut aussi deviner la prévalence en ayant aussi la spécificité, la sensibilité et les valeurs prédictives. C'est-à-dire dès que vous avez un des paramètres, dès que vous avez 2 paramètres, vous pouvez deviner le troisième. Parce que c'est ce que nous avons, les valeurs prédictives, les sensibilités et spécificités et la prévalence de la maladie. On prend un exemple. Alors, la conclusion histologique et la conclusion de l'IRM dans le diagnostic des tumeurs non palpables du sein. C'est-à-dire qu'on est dans le dépistage. Jusqu'à maintenant, le dépistage, vous savez que... non, pardon, c'est les examens diagnostiques, je dépistage des stamno-lécomamo. Là, on est dans le diagnostic des tumeurs non palpables du sein. On sait que le gold standard, c'est l'histologie, mais on essaie de voir que peut apporter l'IRM. Et c'est vrai que dans la pratique quotidienne, on utilise de plus en plus l'IRM avant l'intervention. C'est-à-dire on ne se contente pas de la NAPAT et bien sûr de la mammo. Dans certains cas, on a besoin de l'IRM. Donc, ça veut dire qu'elle elle apporte beaucoup. Peut-être pas dans le diagnostic de certitude, mais elle apporte... c'est des arguments en plus pour le diagnostic de la tumeur maligne dans le sein. Donc, nous avons ce tableau de contingence entre malin et bénin, en ayant l'examen histologique et en ayant la conclusion de l'IRM. C'est-à-dire que là, on est en train de comparer 2 tests. Enfin, un test à un gold standard. Donc, si nous calculons la sensibilité, elle est de 95% et la spécificité est de 53%. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces résultats? Là, on est en train de voir ce que peut apporter l'IRM par rapport à l'histologie. Sachant que l'histologie est l'examen de référence. Donc, l'IRM a une sensibilité à 95% et la spécificité est à 53%. Sachant ce que je ne vous ai pas dit, mais je vais vous le dire la dia, pour qu'il y ait une bonne sensibilité, une bonne spécificité, il faut que ça s'approche de 100%. Quand il est sensible, on n'est pas. L'IRM a une bonne sensibilité, ça veut dire qu'il a... Mais la spécificité, ça veut dire qu'il va détecter les tumeurs non palpables. Voilà. La spécificité, elle n'est pas très importante, elle est à moitié, 53%. Ça veut dire que... Il n'est pas spécifique pour les tumeurs non palpables du sein. Pardon, mais je sais même là. L'IRM n'est pas spécifique pour les tumeurs non palpables du sein. Autrement dit, quand on parle de vrai négatif et faux négatif, il donne beaucoup de faux négatifs. De faux négatifs plutôt, oui. C'est-à-dire, il donne beaucoup de pourcentage des malades, des patients sains. C'est-à-dire des faux positifs, pardon, de faux positifs. Oui, beaucoup de faux positifs. Parce que quand on regarde le rapport, on a les vrais négatifs, le faux, le numérateur, tu as la spécificité, ou le carte, on a faux positif plus vrai négatif. Plus on se rapproche du 100, ça veut dire que nous avons le numérateur qui est presque égal au dénominateur. Ça veut dire que les faux positifs diminuent. Et si on s'éloigne de 100%, ça veut dire que les faux positifs deviennent sont plus nombreux. Plus important. Voilà, plus important.
Alors, l'IRM est un examen sensible car il identifie bien les tumeurs malignes, mais il est peu spécifique, 53%, puisqu'il considère à tort comme maligne près de la moitié des tumeurs bénignes. Oui, parce qu'il reste 52%. Non, 48%, 47%. Presque la moitié. Ces indices varient entre 0 et 100% et l'examen est d'autant plus performant par rapport à l'examen de référence que ces proportions se rapprochent de 100%. La sensibilité et la spécificité sont des caractéristiques propres à l'examen étudié. Elles ne dépendent pas de la population étudiée, mais seulement de l'examen de référence. Et on va y arriver avec l'exercice que je vous ai donné, que je vous ai envoyé hier. Voilà, l'exercice d'hier. Est-ce que vous avez calculé la spécificité en ayant bien sûr les définitions que je vous ai données avec l'exercice? J'ai pas reçu votre mail, professeur Kassed. Vous êtes probablement celle qui m'a. Dans le mail, je n'ai que le 0. C'est Babou. C'est docteur Bouabache, oui, justement, 0. La dernière fois, je crois que vous avez corrigé. Vous m'avez dit, Machi 0, c'est. Non, c'était 0. Bouabache Zahra 0. Alors, Gmail. Mais elle avait toujours le problème. D'accord, Vous Malish. avez les mails en plus. Oui, justement, je vous ai envoyé le mail. J'ai calculé, mais je n'ai pas gardé les chiffres, j'étais sur téléphone. Tout ce que je me souviens, c'était qu'ils avaient presque la même sensibilité, spécificité, ouais, 93 ou 95, et l'autre, c'était de l'ordre de 50 et quelque chose. Par contre, la prévalence était, il y avait un grand écart entre les deux tableaux. Alors, la prévalence était différente entre les deux tableaux. Oui. Et quand la prévalence a changé, qu'est-ce qui a changé? Il y avait même les valeurs, je crois, prédictives négatives. Il y avait aussi une différence entre les deux. Très bien. Entre les deux tableaux, la prévalence a changé. Vous voyez, on a la colonne de la maladie n'a pas changé. 61, 3, 64, 61, 3, 64. Ce qui a changé, c'est le bénin. C'est parce que la population totale a changé. Quand la population totale a changé, et on avait deux prévalences différentes. Et les valeurs prédictives, qu'elles soient positives ou négatives, ont changé parce que la prévalence a changé. Mais la sensibilité et la spécificité n'ont pas changé. C'est pour dire que là, comme je viens de le dire, la sensibilité et la spécificité ne dépendent pas de la prévalence de la maladie, elles dépendent du test. Mais les valeurs prédictives dépendent de la prévalence de la maladie. C'est bon, Bouslimani? C'était bon et c'est meilleur. C'était bon et c'était meilleur. Parce que tu brûlais tout à l'heure la réponse. Non. Pardon. Je dois répondre au téléphone. Veuillez m'excuser. Je vous donne 5 minutes. Mais il faudrait que je puisse enlever le son. Pardon. Hein. Je suis revenue, les enfants. Oui, oui. Et là. Alors, prenez-la. Je vous fais les calculs, puisque Bouslimani l'a fait. Je ne sais pas si les autres l'ont fait aussi. Voilà. C'est les résultats que tu as obtenus, Bouslimani. Oui. Voilà. Le premier tableau, la prévalence est de 44,75%. Deuxième tableau, la prévalence est de 5%. La différence, elle est énorme. Et vous voyez comment les valeurs prédictives sont passées. Par exemple, la positive, elle est passée de 62% à 9,7%. Et la négative est passée de 93% à 99,5%. Même Chiraka. Non, elle devrait diminuer. Non, elle doit être de 9, parce que attendez, elle est de 9. Tu l'as calculé? Ah non, tu n'as plus les chiffres. Non, elle doit être de 9,95. Parce qu'elle a 646 sur 646 plus 3. Donc, c'est du 9. Je ne vais pas avoir ma virgule. Voilà. Non. C'était 0,0 multiplié fois 100, normalement tu mets 9 virgule.
Ça ne peut pas être 99,5, ça doit être du 9,85. On peut refaire tout de suite l'opération, je vais calculer. Personne n'a calculé? Bouge les exercices d'application. Alors, 646 que divise 649? 80. Ah non, 0,99. عندك الحق أبو سليمان. Oui, c'est presque 1, ماشي 10. 0,9. Voilà. Alors, pourquoi je laisse normalement, si je veux laisser deux chiffres, le 9 devient 10. Ça ne m'arrange pas parce que ça devient 1 après. 100%. Mais je suis 100%. Ça devient, oui, ça devient 1, mais je suis 1, puisque le numérateur est presque égal au dénominateur. Mais je laisse le troisième chiffre. Vous savez que quand vous réduisez les décimales, quand c'est au-dessus de 5, vous devez agrandir le chiffre qui vient après ou avant. Arrondir. Avant, voilà. Donc, plus la prévalence diminue, plus les valeurs prédictives diminuent. Et la prévalence la plus gentille, c'est le 5%. On n'a pas 44,75% de prévalence de cancer du sein, parce que ça dépendait de l'échantillon. Et à la limite, on ne devrait pas parler de prévalence, par exemple, pour le premier tableau. J'ai juste pour dire le bon sens. Est-ce que vous avez suivi jusque-là la relation de la validité interne et de la validité externe? C'est quoi interne et externe? La sensibilité et la spécificité sont les validités internes du test. Ok, c'est bon. Ils ne dépendent pas de la prévalence. Et les valeurs prédictives, les indicateurs de performance externes, les valeurs prédictives dépendent de la prévalence. Donc, elles ne servent pas. On peut les deviner, mais elles ne servent pas au test. Le test a besoin de la sensibilité et de la spécificité. C'est sûr que ça dépendra aussi de la prévalence. C'est normal. Tout est en rapport avec la prévalence de la maladie dans tous les cas. Le fait de détecter ou pas de détecter la maladie, c'est influencé par la prévalence. Alors, en conclusion, les valeurs prédictives dépendent de la prévalence de la maladie. Plus la prévalence de la maladie est élevée, plus la valeur prédictive positive est élevée et plus la valeur prédictive négative est faible. De façon générale, si l'on connaît la sensibilité et la spécificité d'un examen, on peut calculer les valeurs prédictives en fonction de la prévalence de la maladie dans une population étudiée quelconque. Tout à l'heure, on a vu la relation qu'il y avait entre les valeurs prédictives et la sensibilité, la spécificité et la prévalence de la maladie. Ça, c'est d'autres exemples. On passe, c'est juste pour montrer quand les spécificités diminuent ou augmentent. Alors, la courbe de Rock. Est-ce que déjà, je trouve ce genre de courbe les articles scientifiques? Oui, mais sans nous y attarder. Sans comprendre ce que c'est, voilà. Alors, au tout début, la courbe de Rock, d'ailleurs, ça s'appelle le Silver Operating Characteristic, elle était utilisée les systèmes de radar, les signaux radar. Donc, ça n'avait rien à voir avec la médecine. Après, on l'a appliqué à la médecine. Alors, cette courbe de Rock, on ordonné la sensibilité. Est-ce que j'ai toujours ma petite flèche rouge? Non. Non. Vous avez en ordonné la sensibilité et dans les abscisses, ce n'est pas la spécificité, mais 1 moins la spécificité. Donc, en fonction des résultats que nous avons, quand on va avoir positif ou négatif pour l'examen, c'est-à-dire, on va comparer deux tests, ou alors on compare un test par rapport à la maladie, mais c'est surtout quand on compare un test à un autre test, on va avoir une série de données et on va la représenter par la courbe de Rock, mais qui est déjà, bien sûr, dans un logiciel. Sinon, il faudrait la dessiner. Et on aura une courbe qui va se dessiner, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre
pas la relation, mais pour chaque point, ça va correspondre à la spécificité ou à la sensibilité du test. Quand on a une courbe comme ça qui coupe, quand on a cette ligne qui coupe le diagramme en deux, on dit que c'est un test qui est inutile parce que ça n'apporte rien de spécial. Et si je dois voir ma sensibilité, elle a tendance à aller vers 100%, mais ma spécificité, elle va plutôt baisser. Pourquoi la spécificité? Parce que c'est la spécificité ici, il faut mettre un moins ce qu'on a comme résultat ici. C'est-à-dire, si mon 1 moins spécificité est à ce niveau-là, si je prends ce point-là, ça veut dire que ma spécificité est de 0. C'est 1 moins 1, ça fait 0. On a une bonne sensibilité, mais une spécificité qui est égale à 0. Donc, c'est pour ça que ça n'apporte rien. Par contre, la courbe qui se rapproche ici vers le 1 pour la sensibilité, et en même temps, elle se rapproche aussi de 1 pour la spécificité. Ça, c'est la meilleure courbe. Et on parle de l'air sous la courbe ici quand il est calculé avec le logiciel ou quand on le calcule nous-mêmes. Donc, ça informe, cette courbe ROC informe sur le rendement d'un test. Elle met donc en relation le taux de vrai positif, c'est-à-dire la sensibilité, avec celui des faux positifs, c'est-à-dire, bien sûr, en soustrayant par rapport à la courbe des abscisses qui est égale à 1 moins spécificité. Et on dit qu'il faut donner de l'importance à l'aire de cette courbe-là. Et d'ailleurs, plus il se rapproche de 1, plus le test a un bon rendement. Alors, oui. La première fois, bon, ça c'est un peu... C'est juste des calculs. Alors, par exemple, ici, la scintigraphie positive, donc la forte probabilité qu'elle soit vraie positive est de 75%. La sensibilité est de 41% et la spécificité de 98%. Donc, c'est plus un test pour détecter tous les négatifs. Les valeurs prédictives, elles sont là, 88%, 81%. Là, quand il y a une forte probabilité. Quand la probabilité diminue, on dit forte ou intermédiaire, vous aurez une meilleure sensibilité, 82%, une moins bonne spécificité. La valeur prédictive positive diminue, mais la valeur prédictive négative augmente. Probabilité forte, intermédiaire ou faible, c'est-à-dire 27%, que la probabilité arbitraire elle soit attribuée à une scintigraphie positive, elle diminue. Là, sa sensibilité augmente, mais sa spécificité diminue. Donc, on va détecter tous les malades, puisqu'on parle de scintigraphie positive, mais une spécificité de 20%. Et quand on va dessiner la courbe, on va avoir une courbe qui est quand même qui ne coupe pas l'air en deux, elle est à ce niveau-là. Cette courbe-là nous renseigne aussi sur à quel seuil on peut considérer qu'un test est positif aussi, parce que quand on parle de sensibilité et de spécificité, c'est à quel seuil l'examen va discerner de la meilleure façon entre malade et non malade. Pas toujours sur des chiffres, il y a aussi l'expérimentation, les études épidémiologiques, mais on a envie d'arriver au meilleur seuil pour pouvoir bien discerner les malades des non malades. Par exemple, vous connaissez tous la BMP, la bêta-natriurétique peptide, qu'on utilise pour différencier l'insuffisance, la dyspnée d'origine cardiaque et la dyspnée d'une autre étiologie. Et en fonction de son dosage, on peut fixer un seuil qui discerne bien la dyspnée cardiogénique d'une autre étiologie. Alors ici, on a plusieurs seuils. À quel moment on considère que c'est le meilleur seuil? D'ailleurs, les cardiologues, en fonction de la concentration de cette BNP, parlent de probabilité de survenue d'un problème cardiaque. Et l'air sous la courbe, à partir de ces seuils-là, il est de 0,91. Donc, l'air sous la courbe, il se rapproche de 1. Certes, on vous donne l'intervalle de confiance que le taux est bon. Vous arriverez aux intervalles de confiance, vous comprendrez. Donc, l'air sous la courbe est de 0,91. Vous voyez que l'air sous la courbe, plus il se rapproche de 1, plus on a une bonne sensibilité et une bonne spécificité du test. Alors,
Les meilleures illustrations, enfin les meilleures illustrations, les illustrations les plus proches, c'est tiré d'un article les immunologues, les CHU de Brimsous. C'était nouveau, la maladie était nouvelle, les tests étaient nouveaux, on a mis la PCR, on a mis le test antigénique. Vous voyez tout le raisonnement qui a été fait pour le diagnostic de la Covid. La PCR était un gold standard, mais qui n'était pas facile à obtenir parce que ça demandait un temps de lecture plus long et donc les résultats mettaient du temps à arriver. Et entre-temps, on a découvert les tests antigéniques, mais qui n'avaient pas la même la bonne fiabilité que la PCR. Mais on les utilisait parce que ça nous permettait d'avoir des conduites à tenir rapides. Il y a eu cette comparaison. Il y a eu d'autres comparaisons aussi pour la Covid. Il fallait pouvoir détecter les cas graves. Et les immunologues, les autres spécialités, se sont intéressés tous les paramètres qui parlaient de gravité de la Covid. Les immunologues, ils ont étudié toutes les interleukines, les cytokines, les lymphocytes, rappelez-vous de tout ce qui a été débattu. Et des tests ont été faits. Et ils ont comparé justement les différents lymphocytes, les sous-ensembles de cytokines pour pouvoir dire quels étaient ceux qui étaient un bon révélateur de la gravité de la Covid. Et donc tout ça a été calculé et regardez les courbes qui ont été tracées. Les courbes ROC des cytokines, là c'est les courbes ROC des lymphocytes. Alors, donc je ne raconte pas de bêtises, je n'ai pas bien revu mon graphe. Efficacité des sous-ensembles de cytokines de lymphocytes dans l'identification des patients atteints de la maladie grave à coronavirus. Alors, A, courbe caractéristique du fonctionnement des récepteurs, des cytokines, et B, courbe ROC des sous-ensembles de lymphocytes. Alors, si on voit bien, il y a différentes courbes. Bon, ça, ce qui est en pointillé, c'est l'intersection. Heureusement, les trois courbes sont au-dessus de cette intersection. Ça veut dire que, quelque part, les trois avaient leur importance. Mais la meilleure courbe, c'est la rose. Qu'est-ce qu'elle représente, la courbe rose? Parce que c'est celle qui se rapproche de 1. Vous avez ces paliers, c'est normal, ce n'est pas des courbes parfaites, parce que vous avez plusieurs sujets. Et quand on vous présente comme ça une courbe, c'est qu'on a créé un lissage de la courbe. Sinon, les données, comme je ne vous ai pas parlé encore de ça, oui. On en parlera quand on fera corrélation. Quand vous avez des réponses, vous avez en général X, Y. Et pour pouvoir tracer une courbe, c'est que vous avez un couple XY. Et ces couples de XY vont donner un nuage de données. Et à partir du nuage de données, on fait un lissage pour donner une allure à la courbe. Qu'est-ce qu'elle a, une tendance positive, négative, et quelle allure elle a. Là, on a besoin d'une courbe comme ça, sous cette forme-là. Et quand vous voyez des escaliers comme ça veut dire qu'il y a des différences dans les réponses. Mais ça a tout l'air d'une forme de courbe. Alors, la rose, elle se rapproche de 0 ici, après elle monte, et elle s'aligne en même temps que le 1 de la spécificité, de la sensibilité. Donc, la meilleure, je la considère que c'est la rose. La rose, elle correspond à quoi? Aux interleukines 6, et l'air sous la courbe, c'est area under curve, 0,96, donc c'est proche de 1. Et entre parenthèses, il y a les intervalles de confiance. Donc, la meilleure courbe concerne les interleukines 6. Et voilà. Et pour les lymphocytes, alors, la meilleure courbe, qu'est-ce qu'elle serait? Elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de... Alors, il y a les lymphocytes, il y a les cellules T, les B, les cellules killer, les CD4, CD8. Je ne connais pas tout. Voilà. Les naïfs, bon, la référence line, c'est là où ça se coupe. Alors, on va lire la conclusion. Ils disent que le nombre de lymphocytes T, donc c'est les verts clairs. C'est vrai qu'il y a plein de couleurs, c'est pas évident. La vert clair, elle est là. C'est vrai que c'est elle qui est la plus haute. Alors, la conclusion, c'est que le nombre de lymphocytes T et la concentration d'interleukine 6, donc la rose ici pour les cytokines, dans le sang des patients nord-africains atteints du Covid-19 sont deux facteurs pronostiques indépendants de la maladie grave et de la mort. Ce qui veut dire ici, c'est qu'on a classifié les malades, pas en malades et non malades, mais on a classifié les malades en fonction de la gravité, grave et pas grave. C'est pour revenir à votre... Là, on n'est pas en train de comparer deux tests. On a comparé l'apport des cytokines et l'apport des lymphocytes
dans la gravité de la maladie. Donc, les cytokines, il y a eu plusieurs cytokines, et on a détecté que les interleukines 6 étaient celles qui étaient plus proches pour discerner coronavirus grave et pas grave. Je ne sais pas si vous me suivez. Un peu, oui. Un peu, quand même. Pour dire que cette courbe ROC a permis la meilleure courbe, la plus grande R, c'est-à-dire celle qui offrait une sensibilité, une spécificité importante, les interleukines 6, c'est elle qui représentait le paramètre de gravité. Le groupe des lymphocytes, c'est les lymphocytes T. En calculant cette courbe ROC, voilà. Ça permet quand même d'avancer dans les décisions, surtout thérapeutiques dans ce cas-là, puisqu'on parle de gravité ou de classer déjà les patients pour pouvoir intervenir plus rapidement chez les cas graves. Ici, c'était, alors, vous avez, ah oui, ça c'est la première, le A, ce n'est pas une courbe ROC, c'est ce qu'on appelle les courbes de survie. Les courbes de survie, c'est qu'on suit une population et quand on a un escalier qui descend comme ça, c'est que la personne est décédée. Donc, nous avons le bleu, l'orange, le vert, la rose, ils correspondent au groupe 1, 2, 3, 4. Si on lit le groupe 1, 2, 3, 4, donc le groupe 1 correspond, c'est toujours une histoire d'interleukine. Alors, le groupe 1 a des interleukines inférieures ou égales à 106 picogrammes par millilitre et cellule T, CD8 supérieure à 150. Donc, ils ont classé des groupes en fonction des interleukines et des cytokines et des lymphocytes. Puis, comme ils ont identifié ceux qui étaient des indicateurs de gravité, donc les interleukines 6 et les lymphocytes T, et ils ont classé les patients en groupe 1, 2, 3, 4. Alors, vous voyez bien que le bleu, qui correspond au groupe 1, c'est ceux qui ont survécu. Il n'y a pas d'escalier. Oui. Voilà, sur 30 jours. Ceux qui appartiennent au groupe 1, c'est-à-dire avec des interleukines qui sont inférieures à un certain dosage et des lymphocytes T supérieurs à 150, ça veut dire qu'ils protègent. Le groupe 2, des interleukines supérieures à 106. Le groupe 3, des interleukines inférieures à 106, mais avec des lymphocytes inférieurs. Voilà, c'est des groupes identifiés en fonction des dosages. Maintenant, il faudrait connaître l'importance de la combinaison entre les interleukines et les lymphocytes T. Alors, le nombre de lymphocytes T et la concentration d'interleukine 6 dans le sang des patients nord-africains atteints de Covid sont deux facteurs pronostiques indépendants de la maladie grave et de la mort. Ah, le nombre, tout à l'heure, c'était... Alors, je relis ma conclusion de... sont deux facteurs pronostiques indépendants de la maladie grave et de la mort. Ça veut dire que la gravité et la mort ne dépendent pas de la concentration. Aidez-moi à comprendre cette phrase. Pour moi, non. Sinon, on aurait comparé les deux tests, on les aurait mis dans la même courbe. Non. L'interleukine 6, c'est connu. Donc, ça veut dire que quand c'est élevé, c'est un mauvais pronostic. Il a été incriminé même dans la tempête cytokinique. C'est un pro-inflammatoire. Des premiers, c'est un paramètre de gravité. D'inflammation. Cytokine inflammatoire, donc c'est le premier à être exposé. Oui. L'interleukine 1 et 6, هذوما الأولين. Que je ne comprends pas, ce sont deux facteurs pronostiques indépendants. Vous pouvez zoomer, s'il vous plaît. Oui. Oui, il faut que j'enlève le... Alors, attendez. J'échappe. J'enlève le stylo. Voilà. On va zoomer. Je zoome sur la phrase. Oui. Quand je lis sont indépendants, ça me fait bizarre.
Quoique l'un est le premier, c'est l'interleukine 6 est rattaché à la gravité, ou les lymphocytes est rattaché à la mort. Donc, c'est deux événements indépendants pour deux tests indépendants, Tu penses? à mon avis. Oui, mais là, ils ont associé l'interleukine, ils ont associé les lymphocytes. Par contre, là, oui, la courbe B, ils ont mis les interleukines, les lymphocytes T, et là, ils se sont intéressés au dosage, au groupe. Si, au groupe. Là, ils se sont intéressés au groupe. Bon, c'est pas assez net. Là, je commence à me mêler les pinceaux. Alors, performance des courbes ROC. Attendez, le titre est intéressant. Performance des groupes ROC, des lymphocytes T, des interleukines 6, CD8+, et du modèle combiné pour la prédiction de la mortalité des patients. Non, ici, c'est clair. C'est la prédiction de la mortalité en utilisant les critères. Et le rouge, c'est quand vous avez des interleukines élevées avec des lymphocytes T bas. Voilà, c'est le groupe rouge qui a le... Oui, le groupe rouge, c'est celui qui a le plus de décès, la courbe de survie. Là. C'est celui qui décède, c'est celui qui a les interleukines élevées et les lymphocytes T bas. C'est le mot indépendant qui me dérange. Allez, en tout cas, on interprète la courbe, on laisse tomber la phrase. La courbe, c'est que le groupe 4, qui a des interleukines élevées et des lymphocytes T inférieurs à 150, est le groupe qui a eu le plus de décès au bout de 30 jours. Et quand on fait la courbe ROC, c'est-à-dire on compare ces groupes-là, la meilleure aire de courbe, c'est le meilleur test qui a une meilleure sensibilité et spécificité, c'est celui des interleukines du groupe qui décède. Ce qui confirme que l'élévation de l'interleukine, c'est-à-dire l'indicateur de l'inflammation, plus les lymphocytes inférieurs à 150, est le test qui a une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité. Je veux dire, pour moi, c'est un peu plus clair. C'est la phrase indépendant de la maladie qui me dérange. Maintenant, je vais خلطها لكم. On est d'ici, on a Faites-moi plaisir. J'allais vous dire, معليش نصوتي. Est-ce que déjà le titre de... Oui, le titre, oui. Le titre, justement, la performance, titre de... Comment dirais-je, le graphique B. Donc, c'est mentionné performance des courbes ROC, des lymphocytes T, l'interleukine 6. C'est le modèle combiné pour donc, pas pour la prédiction de la mortalité des patients. Oui, yeah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc les LT quand ils sont moins, donc ils sont diminués à vrai dire. J'ai pas compris, donc j'ai pas compris. Vos camarades viennent de rappeler. Ils ont dit l'interleukine 6 c'était un marqueur de l'inflammation. Oui, je le sais ça. Oui, c'est le premier cytokine à sécréter pendant l'inflammation. Ou l'interleukine 1. J'ai compris. Il est augmenté pendant l'inflammation. C'est un facteur de prédiction de mortalité. Je suis tout à fait d'accord. Mais les LT qui sont diminués, j'ai pas compris. Donc, Monsieur Khalota, il faut replacer l'importance des lymphocytes T. D'accord. Romain, c'est des immunologues. Donc, ils vont étudier toutes les cellules qui interviennent dans l'inflammation, dans l'immunité aussi. Ils ont remarqué que ce groupe était prédictif de la maladie. C'est un peu plus clair pour l'interleukine parce que c'est marqueur de l'inflammation. Peut-être que les lymphocytes T représentent autre chose. Moi, justement, les LT, donc les LT, plutôt CD8. C'est des cellules killers. Donc, normalement, ils يقتلوا. Donc, يكونوا بزاف. واش يقتلوا؟ بصح اسمعي واش يقتلوا؟ يقتلوا les cellules, comment dirais-je, les microbes et tout. Donc, et ben justement, il y a une concentration basse, inférieure à 150. Oui. Donc, ça constitue un groupe à risque. Oui. وحدهم, ça n'explique pas. Regardez, l'air sous la coupe, tu as le vert, c'est-à-dire juste les personnes qui présentent, les patients qui présentaient un taux de cellules inférieur, ils n'ont pas précisé ici, on peut le lire dans le vert. Alors,
c'est le groupe, le vert, c'est le groupe 2. Le groupe 2, c'est celui, je vais faire un agrandissement pour le docteur Bouslimani, là, et téléphone. L'interleukine 6, voilà, supérieur à 106. L'interleukine supérieur à 106, cellulité supérieure à 150. Les cellulités sont supérieures à 150. 150, oui. Et donc, ils sont élevés. Ça ne constitue pas un groupe à risque. Il y a des décès, ce n'est pas un grand groupe à risque. Mais le fait qu'on ait une plus grande, on a le même dosage d'interleukine, mais le lymphocyte haptène le groupe rouge. Alors, pour moi, c'est clair. Ou les interleukines, alors, le groupe 1, les interleukines sont inférieures à 106, donc elles ne sont pas élevées. Au contraire, c'est le groupe qui a survécu. Hadou, interleukine, inférieur à 106. Hadou, c'est, alors, le orange, groupe 2, c'est interleukine supérieure à 106 et les lymphocytes T supérieurs à 150. Et le vert, c'est ce... Ah, j'ai mal lu le groupe 3. Le vert, c'est les interleukines haptènes et les lymphocytes T haptènes. C'est un groupe à risque. Il dit juste après le groupe rouge. C'est la combinaison, les interleukines tal'ain, les lymphocytes haptènes, c'est eux qui constituent un groupe à risque. Maintenant, pour moi, c'est clair. Oui, c'est bon. Alors, la courbe de survie, c'est ce qu'on appelle la courbe de survie ici, c'est Kaplan-Meier. C'est la courbe de survie connue depuis la nuit des temps. On calcule, on dénombre le nombre de décès et on fait notre courbe et la comparaison est claire et nette, on peut l'interpréter d'emblée sans les chiffres. Voilà. On passe? Oui. Ensuite, vous avez le rapport de vraisemblance. Le rapport de vraisemblance, c'est le... Alors, au numérateur, c'est la probabilité que le nouvel examen soit positif sur l'examen de référence positif. Et dans le dénominateur, c'est la probabilité que le nouvel examen positif sur l'examen de référence négatif. Plus simplifié, le rapport de vraisemblance, c'est la sensibilité au numérateur sur 1 moins la spécificité. Alors, le rapport de vraisemblance, quand il est égal à 1, résultat, il est aussi fréquent chez les malades que chez les non-malades. Donc, ça n'apporte aucune information. Ça ressemble un peu à votre risque relatif égal à 1 ou à votre ratio égal à 1. Il n'y a pas de différence entre les exposés et non exposés. Ici, c'est une histoire de sensibilité et de spécificité. Quand il est supérieur à 1, on parle de test dichotomique. Et quand il est supérieur à 5, voire 10, ça veut dire que votre examen discerne bien. Il est plus fréquent chez ceux qui ont la maladie. Et le résultat de ce test est plus fréquent chez les patients qui ont la maladie. Le test est d'autant plus utile pour le diagnostic que le RV est élevé en général supérieur à 5 à 10. Ça veut dire qu'on discerne bien les malades des non-malades. Et quand il est inférieur à 1, voire 0,2, voire 0,1, on dit qu'il est plus fréquent chez ceux qui n'ont pas la maladie. Donc, c'est le RV vient un peu supporter la sensibilité. Quand il est positif, supérieur à 1, il vient supporter un peu la sensibilité. Il supporte la sensibilité, ce qui est dans le sens de la sensibilité. Et quand il est inférieur à 1, il est dans le sens de la spécificité. Et on dit que le test est d'autant plus utile pour le diagnostic que le RV, pour un test négatif, est bas, en général, donc inférieur à 0,2. Donc, il n'apporte rien quand il est égal à 1. Supérieur à 1, il est dans le sens de la sensibilité. Donc, on discerne bien les malades. Et quand il est inférieur à 1, on discerne bien les non-malades. Alors, par exemple, on reprend l'histoire, le tableau, la conclusion histologique et la conclusion de l'IRM, notre rapport de vraisemblance, quand on prend la sensibilité en haut, 61 sur 104, et 1 moins la spécificité, ça nous donne 2,04, donc il est supérieur à 1. On dit qu'il signifie qu'un sujet dont la tumeur est maligne a 2 fois plus de chances d'avoir un résultat d'IRM positif qu'un sujet dont la tumeur est bénigne. Bon, la chance là, elle n'y est pas, on parle de tumeur. Donc, c'est une autre manière d'exprimer, c'est un rapport entre la spécificité et la sensibilité et de donner de la force au test de l'IRM. Le diagnostic odds ratio, c'est aussi le rapport entre
1 moins SE, c'est des calculs entre la sensibilité et la spécificité. Alors, le diagnostic de ratio, la formule elle est en haut, je vous l'ai mis. Sensibilité sur 1 moins la sensibilité, et dans le dénominateur, c'est 1 moins SP sur la spécificité. Il varie de 0 à l'infini et s'interprète comme l'odds ratio. C'est pour ça qu'on dit diagnostic odds ratio par rapport à la valeur 1, test qui est non discriminant. Quand il est supérieur à 1, signifie que le test est plus souvent positif chez les malades que chez les non-malades. Plus sa valeur augmente, plus le test est performant. Quand il est inférieur à 1, signifie que le test est plus souvent positif chez les sujets non-malades que chez les malades. Ça, c'est pas bon. Et quand il augmente fortement, la relation avec la sensibilité et la spécificité, il augmente fortement quand la sensibilité ou la spécificité se rapproche de 1. C'est normal, puisqu'on dit un test est bon quand on a une sensibilité et une spécificité qui se rapprochent de 100%, donc 1. Puisqu'il dépend des deux, donc lui-même va augmenter parce qu'on aura une bonne sensibilité et une spécificité. Vous me direz que je me passerai bien de mon rapport de vraisemblance et de mon diagnostic odds ratio une fois que j'ai bien compris la sensibilité et la spécificité. Là, je passerai, je ne vous en parlerai pas. Je vous dirai simplement qu'ils sont là et que vous sachiez si vous avez envie de faire une étude épidémiologique concernant, ou quand vous avez envie de comparer deux tests ou de savoir si votre test va vous être utile dans le diagnostic ou dans le dépistage d'une pathologie, il y a des normes à suivre pour conclure à la performance d'un test. C'est ce qu'on appelle la norme STARD, c'est Standard for Reporting of Diagnostic Accuracy. C'est la qualité des études des tests diagnostiques. On passera à côté de ça. Donc, ils vous disent comment vous devez choisir, pas comment vous devez choisir, comment vous devez identifier votre population de malades et de non-malades pour pouvoir comparer, pour apporter, pour calculer ou pour conclure à la fiabilité du test. Parce qu'il ne suffit pas de calculer la sensibilité et la spécificité, il faut savoir choisir sa population pour arriver à définir une sensibilité et une spécificité. Je ne vais pas aller sur le tas, prendre des tests positifs et négatifs et calculer ma sensibilité et ma spécificité. Je dois choisir ma population qui est particulière et je dois définir à quel moment je considère qu'il est positif, à quel moment je considère qu'il est négatif, et ça doit être fait de la même manière tout au long de l'étude. Donc là, si ça vous intéresse, vous lisez tout ce qui concerne les règles, les normes pour mener une bonne enquête concernant le diagnostic ou les examens de diagnostic ou de dépistage. Donc, schématiquement, ça vous donne, vous vous intéressez à l'histoire de la maladie, les symptômes, les antécédents, les examens. Vous devez faire un échantillon de patients suspectés d'avoir la maladie et vous devez les comparer aux nouveaux tests, aux tests de référence et faire des confrontations des résultats. Et c'est comme ça qu'on pourra parler de spécificité, de sensibilité de façon juste. Voilà, on passe. Et le nombre de sujets nécessaires, ça c'est une formule qui est, c'est un tableau qui vous permet de choisir l'effectif de votre échantillon pour mener cette étude par rapport à la validité d'un test. Donc, plus on veut se rapprocher d'une grande sensibilité et d'une grande spécificité, voilà. Alors, approcher de sensibilité et de spécificité, si je veux me rapprocher de 95%, ça dépend de la précision que je veux, précision U, qui veut dire, si je veux être précis, généralement, on veut être très précis, c'est 5%, mais ça veut dire que vous devez étudier sur un grand échantillon. Et plus la précision est plus grande, c'est-à-dire moindre, je dirais, parce que 5%, c'est plus précis que 10%. Votre échantillon sera plus petit. Voilà. Et c'est aussi une autre formule pour calculer la taille de l'échantillon. Maintenant, ça c'est intéressant à connaître. Pourquoi? Parce que vous aurez tendance à entendre parler aussi du mot reproductibilité et concordance. Donc là, je m'arrête, je ne passe pas à côté de ça. Donc la reproductibilité d'une mesure s'évalue en étudiant la concordance entre les mesures répétées. Quand vous avez tous entendu parler de dire, vos enseignants ou vos collègues dire tel test est reproductible.
Alors, c'est quoi reproductible? La définition, elle est là, mais qu'est-ce que vous connaissez du mot reproductible? Qu'on peut facilement refaire. Pardon? Qu'on peut facilement refaire, non? Non. Okay. Très bien. Il donne approximativement les mêmes valeurs. C'est ça, la reproductibilité. La concordance, on va le voir. Évaluer la concordance, en fait, la concordance, c'est quand vous avez soit des tests différents, c'est-à-dire pour la même mesure, vous utilisez deux appareils différents, ou alors pour la même lecture, vous utilisez deux opérateurs différents. Donc, entre deux appareils différents, deux opérateurs différents utilisant le même appareil, ou entre deux lectures du même examen par le même opérateur. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la NAPAT, que c'était opérateur dépendant. Je peux lui-même, l'opérateur, lui demander de lire plusieurs fois un tissu sans qu'il sache qu'il s'agit du même tissu et vous pouvez comparer sa lecture sans qu'il le sache. Mais on essaie de travailler dans l'aveugle le plus possible. Mais vous pouvez faire relire la même lecture, le même tissu par un même opérateur qui pourrait vous donner une lecture différente. C'est ça la concordance. Donc, on peut l'apprécier entre deux appareils différents, entre deux opérateurs différents utilisant le même appareil et entre deux lecteurs du même examen par le même opérateur. Je prends le classement d'IRM par deux lecteurs, docteur OL et docteur RG. Bien sûr, chacun d'eux va discerner des IRM positifs et négatifs. Et le tableau de contingence nous donne ce total. 98, il s'accorde à donner 98 IRM positifs. Le négatif, il s'accorde à dire que 36 IRM sont négatifs. Donc, c'est ce qu'on appelle les paires concordantes, c'est-à-dire que vous avez la même lecture. Et ce qui dit discordance, c'est le 0 et le 9. 0, ça veut dire qu'ils ne se sont accordés sur aucune IRM négative ensemble, pour le même IRM négatif. Et il y a 9 discordances. 9 sont considérés comme positifs pour Dr OL et 9 sont considérés comme négatifs chez le Dr RG. Alors, le nombre total d'accords est de 98 plus 36, soit 134 lectures en accord. Et la proportion observée d'accords est égale à P0 ou P observé, 134 sur le total des lectures, 143. Donc, la proportion observé d'accord est de 93,7%. Quand on dit le mot observé, c'est ce que nous constatons. Et quand on dit proportion théorique, c'est ce qui est tiré des études. Vous allez vous habituer, quand vous allez rentrer dans les statistiques, on va vous parler des proportions observées, des proportions théoriques, ou du pourcentage observé et du pourcentage théorique. Les 9 désaccords correspondent tous à des tumeurs considérées comme malignes par OL et bénignes par RG. Alors, bien ici, je vous ai utilisé le mot théorique, mais en fait, on parle aussi attendu. Donc, le pourcentage d'accords observés, c'est O1 plus O4 sur N, l'effectif total. Et l'attendu, en fait, on va le calculer. Alors, le pourcentage attendu, ou là, c'est écrit C, je l'ai pris tel que c'était dans les manuels, mais C, ça veut dire calculer. Parce que c'est vrai qu'on le calcule. C'est A plus A4 sur N total. Mais le A1, il faudra le calculer parce qu'on ne l'observe pas. Le A1 est égal à O1 fois O1 plus O3 sur N. Mathématiquement parlant, on calcule l'attendu à partir, pas de l'observer lui-même dans la même case, mais à partir d'un produit d'observer entre tout ce qui est anormal. O1 plus O3, je veux dire le pourcentage observé des examens positifs. Ici, c'est écrit anormal. Donc, pour comparer ces deux pourcentages, on utilise le coefficient de concordance kappa. Donc, kappa, c'est le gain observé sur le gain maximum. En réalité, pour être pratique, c'est le pourcentage d'accords observés moins le pourcentage d'accords dû au hasard. Quand on dit attendu théorique calculé, c'est ce qui est dû au hasard. Sur 100% moins
le pourcentage d'accords dû au hasard. Donc, notre kappa, c'est le pourcentage observé moins le pourcentage calculé sur 1 moins le pourcentage calculé. Quand le pourcentage d'accords observé est égal au pourcentage d'accords dû au hasard, K vaut 0, et en cas d'accord parfait, K vaut 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on calcule des formules ou on fait des tests statistiques, il y a toujours l'histoire de probabilité. Et il y a ce risque d'erreur qu'on prend en médecine, en biostatistique ou en épidémiologie. On parle souvent du risque d'erreur de 5%. C'est quoi un risque d'erreur de 5%? C'est que quand vous affirmez quelque chose, vous pouvez être dans le faux dans 5% des cas. On accepte un risque d'erreur de 5%. C'est tout ça qu'on lit, on doit en tenir compte, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la science exacte et on en tient compte dans toutes nos formules. Donc là, pour calculer le coefficient de concordance, on doit tenir compte de ce qui pourrait être dû au hasard. Je ne pourrais pas aller plus loin. Donc, ce coefficient de concordance kappa va nous dire quelle est la concordance entre l'observateur 1 et l'observateur 2. Donc, si on calcule le nombre total d'accords est égal à 134, la proportion observée, donc on va la calculer à partir de l'observé. Le total d'accords est égal à ça, la proportion observée, le nombre d'accords attendus, donc on va appliquer la formule que je vous ai montrée, 98 fois 107 sur 143, et ça nous donne donc le nombre d'accords attendus de 84,6. L'observé de 93, mais l'attendu de 84. La proportion attendue d'accords est égale à 84,6 sur 143. Donc, on a le pourcentage observé qui est de 93. L'attendu est de 52,2%. Notre kappa, avec la formule, il va être égal à 0,85. Donc, notre cas se rapproche de 1. Et on peut dire que il y a une bonne concordance entre les deux opérateurs. La preuve, il n'y a que 9 désaccords. Mais on a dû calculer quand même un coefficient pour être sûr qu'il y a une bonne concordance. Oui ou non? J'aurais pu m'arrêter à ça et dire qu'il y a une bonne concordance entre les deux opérateurs. Oui ou non? Oui. Mais j'ai toujours besoin de mesurer, je dirais, la force de cette concordance ou de la vérifier. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On va s'arrêter à la spécificité et à la sensibilité. Donc, ça va. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas interpréter des chiffres sans les tester. Pourquoi? Parce qu'il connaît que ça peut être dû, le hasard peut influencer. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de calculer la force, de calculer un rapport ou de vérifier avec des formules et avec des tests ce que nous pouvons avancer rien qu'en regardant les valeurs absolues. Là, c'est des valeurs absolues. Des 143 lectures, si je fais le rapport 98-36, je me rapproche de 143, grosso modo. Je n'ai que 9 désaccords. Et je peux même dire que 9 sur 143, ça va me représenter un certain pourcentage de désaccords que je pourrais ignorer. Mais je serais mal à l'aise si je ne montre pas à quelle échelle, statistiquement parlant, est cette force-là. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on a besoin de calculer ce rapport de concordance. Il se rapproche de 1 et il y a une forte concordance. Alors, on arrive à la conclusion. La sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives ainsi que la courbe Rock et l'air sous la courbe,
en cas de test à réponse continue. En fait, on s'intéresse à la courbe continue. J'avais oublié de le dire, c'est quand la valeur, la variable, le test a une variable continue. C'est-à-dire, c'est avec des virgules, sont des indicateurs permettant de juger de la performance d'un test diagnostique. Le diagnostic odds ratio et le rapport de vraisemblance sont des indicateurs appréciant respectivement la performance et l'utilité d'un test. Il y a un plus. Toujours un rapport, c'est toujours un truc sans unité. Et ça permet de calculer une certaine intensité du test. Voilà. Est-ce que ça va? Il y a toujours un plus. هقولوا حاجة مليحة يا سيدي. Ça va. Mais vous verrez une courbe ROC autrement quand vous la lirez la prochaine fois sur un article scientifique, non? Avec moins de méconnaissance. Oui. Bon, je vais vous laisser. C'est bon? Oui, c'est bon. Le professeur